Alors, il y a deux intervenants ce soir, et ça, c'est merveilleux parce que ça veut dire qu'ils ont beaucoup, beaucoup de choses à nous raconter. Et ils sont absolument passionnants l'un et l'autre dans deux domaines complètement différents. Donc, ils auront le temps de s'exprimer. Alors, on ne savait pas par qui commencer parce qu'en fait, il n'y a pas d'ordre particulier. Finalement, on va commencer par Jérôme Delafosse. Bonjour Jérôme. Bonsoir. Donc, bon, je fais vite, hein, je vais lire un petit peu. Vous êtes scaphandrier professionnel, vous êtes réalisateur, vous êtes chef d'expédition d'Energy Observer, qui est un bateau dont vous allez beaucoup nous parler ce soir. Oui, C'est même le sujet que vous... tout à fait. Mais sinon, pour un résumé, c'est quand même pas mal ce mec-là. 23 ans d'exploration des océans, 20 000 heures sous les mers, 10 ans d'antenne sur Canal+, un palais englouti de Cléopâtre que vous avez été visiter, qui venait d'être découvert. Tout à fait. C'est pas vous qui l'avez découvert, mais Je faisais partie de l'équipe qui l'a quand découvert. même. Oui, tout à fait. Bon. 800 plongées avec les requins et 2 romans, 500 000 exemplaires vendus. Les bras vous en tombent, quoi. Alors, parlez-nous, donc vous avez dit que vous nous parleriez exclusivement d'Energy Observer, qui est en fait donc un bateau. Vous avez eu le projet de ce bateau avec quelqu'un d'autre. Donc, dites-nous. Vous avez un petit film aussi, hein, je Tout à crois. fait. Il y a des images qui vont défiler derrière nous. Bonsoir à tous. Oui, donc je suis chef d'expédition d'Energy Observer, donc qui est un navire particulier, qui est un navire qui fonctionne grâce aux énergies renouvelables et à l'hydrogène. Donc c'est un bateau qui, sur le principe, puise son énergie dans la nature et nous permet d'explorer les océans sans les abîmer. Donc là, vous voyez le bateau, qui est un ancien catamaran qu'on a entièrement reconditionné, un catamaran de 30 mètres de long, et qui était un bateau qui a été construit en 1983, qui a servi donc à Sir Peter Blake, qui était la légende de la voile dans les années 90, qui a battu 2 records du monde, dont un trophée de Jules Verne. Et nous, on a récupéré ce bateau, qui était un peu le bateau qui ne voulait pas mourir, et on l'a entièrement reconditionné pour en faire justement un navire du futur. En quoi donc, l'océan nous permet justement est un lieu d'innovation. Pour ce bateau, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est à une phase critique de notre histoire, avec des enjeux majeurs et des décisions à prendre dans les prochaines années qui auront un impact certain sur les prochains millénaires. Et on a Victorien Russard, le capitaine et fondateur du projet, et moi-même décidé de s'embarquer dans cette aventure parce qu'il nous semblait que déjà les océans c'était notre terrain de jeu. Hein. On a vécu, Victorien lui est un ancien coureur au large et officier de marine marchande. Et voilà, donc moi je vous refais pas ma bio. Et on avait eu vraiment la nécessité, pour des raisons différentes, de s'engager, d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Moi, pour ma part, ça a été un moment très important parce que après 20 ans de documentaires autour du monde, on s'engage. Moi, je me suis engagé à travers mes documentaires pour l'environnement. Mais il y a eu un moment où j'étais fatigué d'être toujours dans le constat et j'avais besoin de passer à l'action, de participer moi-même au changement. Et ce bateau, ça a été vraiment le symbole d'une prise de conscience, quoi, et même voilà, le moyen de passer du constat à l'action. Pourquoi est-ce que ce bateau? Parce que c'était pour nous un moyen évidemment donc d'explorer le monde sans l'abîmer, mais surtout le bateau c'est un moyen très simple pour le public, très symbolique de comprendre comment finalement on peut changer de paradigme, on peut arrêter justement de naviguer et de se déplacer de manière générale avec des énergies fossiles. C'est un objet, on va dire, qui fait rêver les gens et qui permet vraiment de sensibiliser. Nous, avec ce navire,
on fait le tour du monde. On a déjà fait tout le tour d'Europe depuis 2017 et on s'arrête dans des ports et on reçoit beaucoup de gens à bord et pas mal de décideurs. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que en montant sur ce bateau, ils comprennent en fait que l'hydrogène, et je vais vous expliquer après comment ça fonctionne, c'est c'est vraiment l'énergie de demain et ce n'est pas de la science-fiction. Voilà, donc on a entrepris cette odyssée pour le futur. Voilà, c'est comme ça qu'on a appelé notre voyage qui va durer 6 ans autour du monde à bord de ce navire. Il va durer 6 ans. Alors il a commencé en 2017, il va même durer un peu plus parce qu'on s'est rendu compte que 6 ans finalement pour explorer le monde c'est en définitive assez court. Et nous justement ce bateau c'est aussi un éloge de la lenteur parce que c'est un bateau qui va pas très vite. Mais justement, on souhaite vraiment prendre le temps de pouvoir rencontrer les gens un petit peu partout autour du monde. Et Qui avait pris les images, là? Alors, oui, moi je suis le réalisateur, mais oui. Justement, c'est voilà. pour ça que je vous pose la question, parce qu'elles sont magnifiques. Là, je suis à l'avant du bateau, mais oui, j'en prends. Voilà, on peut pas être partout, au four et au moulin, mais j'en fais beaucoup, on en tourne beaucoup. Donc, le principe de ce bateau, donc l'idée, c'était vraiment. Alors, d'abord. Avant de vous expliquer ça, il y a un point très important. Parce qu'on a souvent des gens qui nous disent « Oui, mais votre bateau, là, les énergies renouvelables, ça pollue. La voile, ça existe depuis toujours et vous n'avez rien inventé. » Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que la voile, depuis toujours, on va dire même les premières traces, ça remonte au XIIe siècle. Tous les navigateurs qui partaient autour du monde, les Vikings, les chasseurs de baleines qui partaient justement dans l'Arctique comme nous, Christophe Colomb, la moitié de leur cargaison de ces bateaux à voile, c'était du charbon qui était utilisé pour se chauffer et pour se nourrir. Aujourd'hui encore, tous les voiliers qui partent, même s'il y en a certains qui ont des panneaux solaires, ils ont tous à bord du diesel pour se chauffer, pareil, pour se nourrir et pour faire fonctionner leur électronique. Nous, on travaille vraiment avec les énergies renouvelables et c'est tout. Il n'y a pas une goutte d'énergie fossile, c'est uniquement donc, des panneaux solaires. On a 160 mètres carrés de panneaux solaires avec des technologies extrêmement efficaces. On a donc ces 2 grandes ailes que vous voyez derrière qui sont des voiles, mais qui sont surtout des ailes, des voiles du futur. C'est beaucoup plus proche de l'aéronautique et d'un avion que d'un bateau. Et en plus, elles sont entièrement intelligentes et se pilotent toutes seules. Donc ça, c'est vraiment un système qui pourra être exploité demain et d'ailleurs, il y a un premier projet d'un bateau qui transporte les pièces de la fusée Ariane qui va naviguer donc avec des ailes jumbo, mais qui va avoir porté 4 ailes comme celle-là et qui va permettre d'économiser 40% d'énergie fossile. Et on a aussi un système d'hydrolienne avec nos hélices qu'on peut débrayer et faire produire de l'énergie. Et donc aujourd'hui, on sait que toutes ces énergies renouvelables, c'est la solution, mais la problématique, c'est l'intermittence. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus de vent, plus de soleil. Et nous, donc, on a travaillé sur vraiment le stockage. C'est-à-dire, on a 2 formes de stockage. Un stockage qui est un stockage court terme, donc une batterie qui nous permet en fait de vivre au jour le jour. Ça se charge assez rapidement, ça se décharge en 24 heures. Et puis, pour les coups durs, nous, on a vraiment une grande particularité à bord, et c'est la grande nouveauté d'Énergie Observer, c'est qu'on produit de l'hydrogène à partir de l'eau de mer et des énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'une journée où il va faire beau et il va y avoir du vent, on va utiliser nos ailes pour être propulsés, et puis on va récupérer le soleil, aussi l'énergie produite par nos hélices, nos hydroliennes, et on va envoyer, au lieu de le perdre, cette énergie, on va l'envoyer dans notre système de production d'hydrogène, donc qui en gros pompe l'eau de mer, la désalinise, la déionise pour en faire de l'eau pure, comme on met dans un fer à repasser, et ensuite l'électrolyse, c'est-à-dire qu'on casse la molécule d'eau, on récupère le dihydrogène, et on le stocke à 350 bars dans des grosses bouteilles de chaque côté du bateau. Et la nuit, ou quand il n'y a plus de vent, plus de soleil, à ce moment-là, on va faire appel à cet hydrogène en l'envoyant dans ce qu'on appelle une pile à combustible, et qui donc va restituer cet hydrogène sous forme d'électricité et continuer à propulser notre navire. Voilà, donc grâce à ces technologies, on a réussi à accomplir cet été le premier voyage grâce aux énergies renouvelables, donc et à l'hydrogène, jusqu'en Arctique, puisqu'on est parti de Saint-Pétersbourg et on est monté donc jusqu'au Spitzberg, qui est l'île principale de l'archipel du Svalbard. Voilà, donc on voulait prouver que si on arrive, nous, à naviguer en milieu extrême dans ces conditions, c'est un voyage de plus de 6000 km, on pourra demain adapter toutes ces technologies à terre aussi. C'est pas
qu'un bateau Energy Observer. Demain, ça pourrait être une maison, ça pourrait être un quartier, une ville, et pourquoi pas à l'échelle d'un pays. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hydrogène, aujourd'hui, c'est la solution. C'est-à-dire que moi, au début, c'était quelque chose d'extrêmement... Moi, j'y connaissais rien. Et puis même moi, l'énergie, au départ, moi, je suis un peu l'explorateur, le poète de la bande. J'ai arrêté très tôt l'école, je suis pas du tout un scientifique. Et donc, pour moi, l'énergie, c'était un peu une facture à la fin du mois, quoi, comme pour beaucoup de gens. Et c'est vrai que je me suis intéressé à toutes ces questions et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est la molécule la plus présente dans l'univers. Les océans sont composés d'hydrogène. Nous sommes composés d'hydrogène à 80%. Et surtout, donc, quand cette pile à combustible est en route, elle rejette uniquement de l'eau pure. Donc il n'y a aucune pollution. Voilà. Donc c'est un vecteur énergétique absolument révolutionnaire. Aujourd'hui, on va dire que les grands enjeux... Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Alors on y a pensé plus tôt, figurez-vous que ce qui est fou... Ça explosait, c'est ça? Alors non, mais même bien avant ça, l'hydrogène était considéré, a été inventé, quoi. En tout cas la pile à combustible a été inventée dès le 19e siècle. Et ça a même été en concurrence avec les becs de gaz à Paris pour l'éclairage parisien. Donc c'est donc le gaz qui a été retenu et l'hydrogène a disparu. La problématique de l'hydrogène aujourd'hui, c'est la difficulté à le produire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 95, on trouve de l'hydrogène partout, les fusées volent à l'hydrogène, il y a des voitures hydrogène, le Japon est déjà un pays qui est dans l'ère de l'hydrogène, mais 95% de l'hydrogène que vous trouvez aujourd'hui sur le marché est issu des énergies fossiles. Donc le véritable challenge, ça va être de produire de l'hydrogène vert, de l'hydrogène donc produit à partir d'énergies renouvelables. Et ça, c'est encore coûteux aujourd'hui, mais ça s'accélère extrêmement vite. On est vraiment... Comment vous faites alors sur votre bateau? Nous, on le fait à notre échelle. Donc, ça prend du temps et justement, on compose avec tout ça. Mais si demain, on a véritablement besoin d'hydrogène en permanence, le produire de cette manière-là, ça va être compliqué. Mais voilà. Et après, il y a aussi les questions de stockage. Voilà. Mais là, par exemple, nous, on est sur un stockage à haute pression. Mais demain, il y a des études qui sont en cours et qui sont très prometteuses sur un stockage d'hydrogène liquide et qui permettra en fait d'éviter tout problème de danger. Après nous, ça fait 2 ans qu'on voyage un petit peu partout, dans des mers déchaînées, dans des mers froides, vraiment sous des fortes chaleurs, parce qu'on était en Israël, il faisait 47 degrés, et on n'a eu absolument aucun problème à bord de ce bateau. Donc moi j'ai beaucoup plus peur finalement des batteries à bord du bateau que de l'hydrogène. Parce qu'un feu de batterie comme celle qu'on a à bord, ça pèse 1 tonne, hein, c'est pas énorme par rapport à l'énergie que ça nous délivre, mais ça me fait beaucoup plus peur finalement que l'hydrogène. Bon, je suppose que vous aurez beaucoup de questions à lui poser aussi tout à l'heure. Donc, maintenant, je me tourne vers Franck Zal. Alors, Franck Zal est docteur de l'Université Pierre et Marie Curie, titulaire d'une HDR, c'est-à-dire une habilitation à diriger des recherches de la même université, et possède par ailleurs un MBA. Moi, je comprends rien, ces initiales, là. HDR, MBA, c'est quoi MBA? C'est un master en business. Sa thèse de recherche, donc votre thèse de recherche, vous l'avez soutenue en 96. Je dis tout ça parce que c'est important pour ce qui va venir. Portait sur les relations structure-fonction des hémoglobines extracellulaires d'annélide. Donc vous allez nous expliquer ce que c'est. Hein. En 2001, vos travaux sont récompensés par la médaille de bronze du CNRS. Bravo, félicitations. Et en 2007, alors là, c'est la grande rupture, il crée sa propre société de biotechnologie, Emarina, spécialisée dans le développement de transporteurs d'oxygène issus de l'hémoglobine extracellulaire du ver marin, Arenicola marina. C'est exact. Voilà. Alors, allez-y, Franck, expliquez-nous où vous en êtes, Bien vos sûr, recherches, et puis cette aventure, vous lancez dans le... Bonsoir à tous et merci pour cette invitation à présenter en fait ce que l'on a découvert en fait dans cette société. Donc en fait moi j'ai toujours été passionné par les océans
par la mer. Alors c'est marrant parce que l'année dernière j'ai été nommé Breton de l'année, mais j'ai grandi à Paris. Et donc pas très loin d'ici en fait. Et puis j'ai vécu, alors c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais dans une famille modeste. Et ce qui trônait au milieu du salon, c'était une télé à l'époque noir et blanc. Et je me suis intéressé en fait aux émissions du commandant Cousteau. Donc l'Odyssée sous-marine du commandant Cousteau, naviguer au bord de la Calypso. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux faire comme le commandant Cousteau. Et j'ai eu la chance en fait de le rencontrer à l'Institut océanographique, pas très loin d'ici, rue Saint-Jacques, qui présentait son film. En fait, c'était le Danube, l'exploration du Danube. Et j'ai eu le culot en fait de descendre en bas de l'amphi. Et je lui ai dit, Monsieur Cousteau, comment on fait pour être comme vous, pour faire comme vous? Alors il me dit, bah écoute, tu habites à Paris, là tu as une université qui s'appelle, on l'appelait Jussieu ou Pierre et Marie Curie, mais on s'appelle Sorbonne Université. Et donc il y a un super DEA d'océanographie, si t'es bon, tu pourras être pris, et puis finalement tu pourras être pris si tu fais une thèse de recherche, et puis si t'es vraiment très très bon, tu pourras rentrer au CNRS, puis après tu pourras naviguer sur les océans. Et finalement j'ai pris ça comme une feuille de route, donc j'ai coché toutes les cases. Je suis allé m'inscrire à Paris-Ici, j'ai eu un DEA, je suis rentré au CNRS. J'ai navigué sur la plupart des océans puisque en fait je faisais des campagnes océanographiques dans la plupart des océans. Donc j'ai plongé aussi avec les sous-marins, le sous-marin le Nautil à 3500 mètres, 4000 mètres au fond du Pacifique et de l'Atlantique. Et je m'intéressais en fait, ce qui m'intéressait c'était les environnements extrêmes. Alors les environnements extrêmes, vous imaginez bien plonger à 4000 mètres au fond du Pacifique au niveau des dorsales océaniques où il y a des volcans sous-marins qui crachent de l'eau à 400 degrés. C'est bestioles aussi. Et des organismes incroyables. Il y avait des vers qui faisaient 3 mètres de haut et on naviguait dans ces forêts de vers géants. Et donc j'ai pas mal étudié cet environnement. Et il y avait un autre environnement qui était aussi extrême, qui est la plage. Alors on pense que la plage c'est sympa, on met sa serviette, on va se baigner, et c'est pas du tout un milieu extrême. Et bien si pour les organismes qui colonisent la zone de balancement des marées. Et je me suis intéressé notamment à un petit ver marin que vous connaissez probablement, vous l'avez peut-être vu en tout cas les traces qu'il laisse sur la plage en fait en vous baladant. Il y a une trace de sable, ce qu'on appelle des tortillons de sable, et en dessous il y a un ver qui s'appelle le Arenicola marina. En fait nous en Bretagne on l'appelle le buzugue, et les Bretons le connaissent pour aller à la pêche au bar. Et je me suis posé une question, c'était comment ce ver, en fait au démarrage c'était purement de recherche fondamentale, c'est comment ce ver était capable de respirer entre la marée haute et la marée basse. Et je peux vous dire, quand je disais ça en famille, tout le monde disait on n'en a rien à faire. Et donc finalement, en travaillant sur cette question de recherche fondamentale, je me suis intéressé au sang de l'animal, et j'ai trouvé en fait chez ce ver marin l'ancêtre de nos globules rouges. Cette molécule d'hémoglobine, donc c'est une hémoglobine extracellulaire. Donc au démarrage, en fait, l'hémoglobine n'était pas inclue dans des globules rouges. Et en fait, c'est une hémoglobine qui n'a pas de typage sanguin, qui n'a pas de cellules sanguines, dont les chaînes protéiques correspondent aux chaînes humaines, alpha-bêta. Et quand j'ai découvert ça, je me fais convoquer un samedi matin dans un amphi. Alors c'était un amphi un peu plus grand que ça, dans un hôpital parisien. Et on me dit, venez nous parler de ce que vous avez trouvé parce qu'on n'y croit pas une minute. Et je me retrouve en fait dans un amphi d'hôpital, en fait, je ne sais plus si c'était la Salpêtrière, et on me dit c'est pas possible, vous n'avez pas trouvé ça, venez, parce que nous on est le club du globule rouge, et tout ce qui est hémoglobine est contenu dans un globule rouge. Donc je me retrouve dans cet amphi, et puis en fait je commence à parler de ce que j'avais trouvé. Et je me dis toujours, pour la petite histoire, c'était un samedi matin, je me dis soit je suis l'interlude du congrès de médecins, soit ils m'ont invité comme un con dans un dîner de cons. Et finalement, donc je présente, et puis à la fin tout le monde rigolait, et puis à la fin ils viennent me voir, ils me disent mais c'est pas possible, monsieur Zal, vous n'avez pas trouvé ça? Parce que nous on cherche ça depuis plus de 40 ans pour en faire un substitut sanguin universel. Et je leur dis naïvement, et si, en plus il y en a plein sur les plages en Bretagne. Et finalement, je retourne dans mon laboratoire. Donc, j'ai fait ma thèse à la station biologique de Roscoff, donc en Bretagne, dans le Finistère Nord. Et je dis à mes encadrants, mais écoutez, là, il y a des médecins qui disent qu'on peut sauver des vies. Et là, ils me disent, ah non, toi, tu es chercheur, toi, tu fais ta publication, et s'il y a quelque chose, on le donnera à un industriel. Et là, je pense qu'on m'a planté la graine de la frustration, puisque pour moi, le métier de chercheur, c'était pas uniquement de faire des publications, c'était d'aller jusqu'au bout de ses idées. Et donc, bon an, mal an, je démontre que ça fonctionne. Je vais purifier des molécules sur la plage. Donc, je vais chercher mes vers et purifier des molécules. J'injecte des animaux de laboratoire. On peut peut-être passer le film, là. Ah bah peut-être, si vous voulez. On va passer le film qui explique un peu tout ça. Ah non, mais pardon. Par une vision, celle d'un homme, Frank Zal, docteur en biologie marine, convaincu que le biomimétisme est la clé des thérapeutiques du futur. Cette vision, inspirée par les recherches du commandant Cousteau, a permis à cet ancien chercheur du CNRS
d'orienter ses recherches vers l'écophysiologie respiratoire des vers marins et de découvrir le premier transporteur d'oxygène universel à visée thérapeutique. Le bénéfice de l'emploi généralisé de cette molécule, ça pourrait se traduire par des années greffons gagnés. Et c'est absolument ce dont on a besoin en termes de préservation, car jusqu'à présent, c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour essayer de lutter contre la pénurie d'organes. Un des problèmes essentiels, c'est le transport du greffon et l'ischémie, c'est-à-dire l'absence d'oxygène qu'on a sur le greffon. Et il est clair que si demain on a une solution pour pouvoir conserver les organes de manière beaucoup plus longue, eh bien nous aurons des avantages non seulement à court terme sur l'organisation de la transplantation, sur le fait d'avoir plus d'organes disponibles, mais aussi à long terme sur les rejets que nous avons qui sont liés à ces problèmes d'ischémie initiaux. I think there are a number of things that are revolutionary in this technology. It can be formatted in many, many different ways that can help. For instance, in wound healing, for organ preservation, to preserve organs in a pulsatile or non-pulsatile type system that will allow them to be able to be used and transplanted when they otherwise would have had to have been discarded because of poor perfusion, either at time of harvest or during the transport, and other times when critical oxygen delivery to the organ must be maintained, and this has never been able to be done before with non-oxygen carrying solutions. Les avantages, c'est la simplicité d'utilisation. C'est sûr que dans le cas que nous avons eu de la greffe de visage, avoir simplement un petit flacon qui était un congélateur que nous avons sorti et juste réinjecté dans le produit de conservation et avoir ce produit qui nous a permis de conserver l'organe, c'est une simplicité qui est extraordinaire. C'est tellement simple que demain ça devrait être utilisé dans toutes les greffes d'organes, ça me paraît très clair. Pour couvrir ses besoins, la production à grande échelle de la matière première est lancée à la ferme marine de Noirmoutier, dans le respect de l'écosystème et des obligations de traçabilité et de qualité imposées par le label de production GMP. La success story du premier transporteur d'oxygène universel peut débuter. Pour moi, c'est une révolution. Innovative. On a repoussé les limites toujours plus loin. Ou c'est vraiment le futur. C'est l'avenir. Revolutionary. On voit, bravo. On voit que l'homme frustré que vous étiez a cherché à se défrustrer en rentrant donc dans le privé. Oui, tout à fait. Et ça change beaucoup, hein, la communication. Hein, bien sûr, bien sûr. Et c'est ça aussi. Je pense que c'est. J'ai trouvé en fait. Je suis passé d'un monde à un autre, puisqu'en fait, j'étais dans le public, j'étais au CNRS, et en fait, je dis toujours que je suis passé de l'autre côté du mur de Berlin. En fait, le souci, en fait, dans mon histoire, c'est que finalement, on s'aperçoit qu'il y a deux mondes parallèles qui se côtoient pas. Et finalement, en fait, je trouve que c'est dommage, puisque finalement, c'est là que naît l'innovation à l'interface. Et je me souviens très bien, alors je pense qu'il y a des étudiants dans la salle, quand j'étais en fait à Paris 6, on me disait, mais tu sais, le métier que tu pourras faire plus tard. Je dis, on me dit, tu peux être chercheur ou enseignant-chercheur. On m'a jamais dit que je pouvais aller dans le privé, et j'ai trouvé ça étonnant. C'est pour ça qu'ensuite, par la suite, j'ai fait un MBA. Mais voilà, donc aujourd'hui, cette molécule, c'est une révolution médicale. Aujourd'hui, cette molécule a permis la seconde greffe du visage de Jérôme Hamon. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire, en fait, du professeur Lantieri qui a greffé 2 fois un visage à une personne qui avait fait un rejet. Ça a été fait grâce à cette molécule. On a sauvé également 60 patients qui ont été transplantés avec la technologie, en fait, où on a greffé des reins avec cette technologie. Et qu'est-ce que ça donne? En fait, ça donne du temps aux chirurgiens et des organes en meilleure qualité. Pourquoi? Tout simplement, on parlait de biomimétisme dans l'introduction de ce film-là. En fait, moi, quand j'ai compris que ce verre arrêter de respirer arrêter de respirer quand il était à marée basse et qui vivait sur son stock d'oxygène qu'il avait fixé à marée haute. En fait, c'est exactement le même principe que la greffe. Quand on déconnecte un greffon, il n'a plus d'oxygène. Donc, ce que je fais, c'est que je lui donne uniquement des molécules d'oxygène que l'on a pris en fait sur ces arénicoles. L'arénicole aujourd'hui, c'est le champion du monde d'apnée. Il est capable d'arrêter de respirer pendant 6 heures, alors que le champion du monde, qui s'appelle Guillaume Néry, c'est juste 11 minutes. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on donne du temps aux organes pour pouvoir être bien greffés, pour pouvoir être distribués, pour ne pas perdre de greffons aujourd'hui. Et je parlais tout à l'heure à Marie-Odile en fait, d'un article qui est paru aujourd'hui. 30% des personnes qui sont sur liste d'attente sont en train de mourir parce qu'aujourd'hui, on perd un greffon sur 2. Et pour moi, ça me met hors de moi et j'ai envie que cette solution en fait, aille aider le plus de patients possible.
Parce que vous n'arrivez pas à convaincre les autorités, l'administration. C'est un peu ça, c'est-à-dire que quand on est, c'est un peu comme ton bateau, en fait, quand on est en fait au niveau de l'innovation de rupture, les formulaires n'existent pas. Quand je suis allé voir pour la première fois la NSM et je leur ai parlé d'Arénicole, ils m'ont dit Arénicole quoi? Arénicola Marina. Donc, mais on n'a pas de formulaire. Les formulaires, il faut les faire. Et donc en fait, finalement, donc mon boulot, c'est de convaincre, changer la réglementation, avancer dans la réglementation, etc. Alors, on perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et tout ce temps perdu, c'est des vies qui ne sont pas sauvées parce que les gens décèdent. Moi, ça me met, voilà, c'est mon moteur, sauver des vies. C'est mon moteur aujourd'hui. L'Arénicole a sauvé 61 personnes, donc j'espère en sauver des millions demain, et donc je ne lâcherai pas tant qu'en fait ce produit n'arrivera pas sur le marché. Voilà. Donc finalement, tous les deux, vous êtes passionnés par ce sauvetage du monde des vivants, que ce soit des humains ou pas. Hein, vous êtes tous les deux passionnés, c'est Oui, ça? complètement. Alors, non, moi, je voulais juste... On a eu la même... moi, la révélation, je l'ai eu au même endroit que toi, à l'Institut océanographique, il y a 10 ans, en voyant un film de Cousteau sur les baleines. Donc, ça m'a amusé, cette anecdote. Nous-mêmes, on a été vraiment confrontés aussi avec l'hydrogène au même mur. Quand on a commencé ce projet, on allait voir... Nous, c'est un projet qu'il a fallu financer. C'est un projet qui coûte très cher, hein, comme tout prototype. Un bateau comme celui-ci, le bateau il a coûté 5 millions d'euros, et on était vraiment sur un bateau déjà en plus qui est déjà existant. Et donc pour faire financer ce projet, on a été voir donc des entreprises, des institutions, et il y a des gens qui ont été visionnaires et qui nous ont fait confiance dès le départ, et puis il y a des gens vraiment qui nous riaient au nez, quoi. C'est-à-dire qu'on nous disait mais vous là, vous arrivez avec votre bateau, vous allez faire le tour du monde avec de l'hydrogène. Avec son petit verre, alors. Voilà, Quand je vais voir les médecins, c'est pareil, c'est un peu, voilà, mais vous allez sauver des vies avec un verre marin, mais vous êtes complètement loufoque. Et en fait, ça passe toujours. En fait, je dis toujours ça passe par ces 3 phases. En fait, quand vous allez avoir une innovation de rupture au démarrage, on va se foutre de vous, on va vous rire au nez, et ça va durer 4-5 ans. 4-5 ans, il faut avoir le dos courbé, les reins solides pour pouvoir supporter, parce que voilà. Ensuite, après, c'est dangereux. En fait, on va dire, c'est un peu, je pense ce que tu disais. En fait, l'hydrogène, ça fait exploser, etc. C'est dangereux. Nous, c'est dangereux. On va transfuser de l'hémoglobine à un humain, mais vous vous rendez compte, vous allez vous enterrer dans le sable comme une arénicole. Donc, c'est dangereux. Et après, c'est maintenant, aujourd'hui, c'est un peu comme toi. Tu navigues autour du monde. Maintenant, c'est évident. Vous avez démontré que ça marchait, mais on y avait pensé avant vous. Et donc, on est dans cette phase, en fait, c'est très difficile, il faut supporter ça, parce que, et là, nous, on est encore dans c'est dangereux et c'est évident, puisque finalement, on est confronté à une réglementation qui n'a pas suivi l'innovation de rupture. Donc, on est toujours en train de se battre contre cette réglementation qui ne comprend pas l'innovation, en fait. Bon, vous allez gagner, les garçons, hein. Et malheureusement, c'est un système qui concerne tout ce qui est... voilà, le fait de changer dérange beaucoup de monde aujourd'hui. De manière générale, je pense que c'est pour ça aussi qu'on est dans une norme sociale un petit peu particulière qui nous fait regarder vers le passé plutôt que vers l'avenir. Exactement. Bon, mais ça va changer. Il faut être patient. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vois rien du tout, là. Le plus dur, c'est la première. Hein. Ouais. Oui, c'est. Monsieur, allez-y. Attendez, on vous apporte un micro. C'est vraiment des aventures que vous vivez. Oui, simplement sur les vers marins, je voulais savoir si votre projet fonctionne, il faudra des millions et des millions de vers. Est-ce que vous allez arriver à produire, parce que ça va être mondialisé, ça? Alors déjà, merci de poser cette question-là, parce que souvent, je vois, en fait, on dit, voilà, tu tues des vers. Ok. Je dis entre sauver un bébé et puis prendre un ver marin, un invertébré. Donc c'est un invertébré, hein, donc c'est pas un vertébré. Aujourd'hui, donc bien évidemment, on touche plus du tout à un ver sur la plage. Aujourd'hui, on élève nos vers. On élève nos vers dans une ferme marine que vous avez vue, qui est la ferme marine de Noirmoutier. La capacité de production de cette ferme, c'est 30 tonnes d'arénicole par an, en sachant qu'avec 750 kg de verre, on peut transplanter tous les 23 800 personnes qui sont sur liste d'attente. Donc en fait, ce verre est très très riche en hémoglobine. En fait, il y a à peu près 150 grammes par litre d'hémoglobine par verre marin. Donc en fait, un petit flacon pour sauver une vie, c'est un peu 20 arénicoles. Donc ça demande très très peu de produits.
Alors après, bien évidemment, s'il faut produire en plus, on pourra développer le concept, en fait, demander à des personnes qui font de l'aquaculture sur le littoral de se diversifier, de produire ces arénicoles selon un cahier des charges que nous, on achètera. Mais aujourd'hui, on voit venir 30 tonnes d'arénicoles, c'est quand même beaucoup. J'ai une question pour l'un et l'autre. Après, mademoiselle, après on vous donne. Une question pour l'un et l'autre. Donc pour le navigateur, j'ai entendu quelque part que l'hydrogène pouvait être toxique pour la couche d'ozone. Donc je voulais savoir si vous étiez au courant de ça. Et pour votre collègue biologiste... Attendez, en commençant par... Ouais, alors moi je vais pas pouvoir vous répondre de manière très précise là-dessus parce que je n'ai jamais entendu encore parler d'un tel phénomène. Donc peut-être... après, voilà, de l'hydrogène, il y en a quand même... Un petit peu en fait, ce que vous avez, l'hydrogène, ça détruit pas la couche d'ozone. Ce qui va beaucoup détruire la couche d'ozone, c'est plutôt le méthane. Et donc tout ce qui est aussi hydroxyde d'azote, mais pas l'hydrogène. Très bien. Le méthane qui est contenu dans le permafrost, qui est en train de fondre, voilà, et qui est 10 fois plus puissant, alors qu'il reste moins longtemps que le carbone dans l'atmosphère, mais qui est 10 fois plus puissant. Et ça arrive là, c'est bientôt. Puis il y a aussi les fréons, mais ça, en fait, il y a eu une révolution au niveau des fréons. Et une question pour le biologiste. Comment vous faites pour éviter le risque infectieux quand vous extrayez le sang du ver? Alors, ce ver, encore une fois, c'est intéressant. Ce ver, il a 450 millions d'années. Ça fait 450 millions d'années qu'il vit entre la marée haute et la marée basse. Notre ancêtre à tous ici dans cette salle, elle s'appelle Lucie, elle n'avait que 3 millions d'années. Et donc c'est un invertébré. Donc en fait, les systèmes déjà, alors d'un point de vue biologique, les systèmes de réplication des invertébrés sont complètement différents en fait des vertébrés, ce qu'on appelle les opérons, etc. Ensuite, ce ver en fait n'a pas de pathogène connu. En fait, on a fait un métaséquençage, on a identifié en fait tout le génome bactérien, génome viral et puis génome en fait de l'arénicole. Il n'y a pas de virus connu en fait chez cet invertébré. Ensuite, quand on extrait la molécule, donc il y a tout un process pharmaceutique pour extraire la molécule. À un moment, en fait, la molécule passe dans une étape ce qu'on appelle d'inactivation virale. Donc même s'il n'y a pas de virus connu, on passe par cette étape-là et c'est une gamma irradiation en fait du produit, donc à 25-35 kg, où on va irradier en fait le produit pour l'amener en fait jusqu'à une pureté et une sécurité totale. Allez-y, mademoiselle. Alors, moi, j'avais une question par rapport à tous les deux. Je comprends bien que le problème, là, c'est de faire populariser ou faire connaître vos différentes découvertes et domaines thématiques de recherche. Ma question étant, dans quelle mesure vous vous adressez à la fois aux institutions, à la fois, et je suppose, au niveau du grand public, quelles sont leurs réactions? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu par rapport à ça ou pas? Alors oui, complètement. Donc on s'adresse, nous, vraiment à tout le monde. Hein. L'idée de nos escales, de nos documentaires, de tous les contenus qu'on peut produire, ça s'adresse vraiment au grand public. C'est-à-dire que nous, à chaque fois qu'on arrive quelque part dans des villes importantes, on a un village qui nous suit, on explique justement l'hydrogène, en quoi ça peut changer notre avenir. Et les énergies renouvelables de manière générale. Et puis après, nous, on communique aussi sur tout le changement climatique et surtout sur le fait qu'il faut regarder à 360 degrés autour de nous, parce que c'est pas uniquement l'énergie qui changera le monde, c'est de pouvoir suivre les 17 objectifs de développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies, dont on est les premiers ambassadeurs français. Donc on a vraiment cette mission-là. On reçoit évidemment beaucoup de politiques. Et le meilleur exemple, donc notre parrain, c'est Nicolas Hulot, qui a été présent dans ce projet depuis le départ et qui a embarqué à l'automne 2017 Édouard Philippe à bord du bateau. Et quelques mois plus tard, ils ont lancé le plan hydrogène. Et c'est évident on sait que ça a été un facteur qui a permis de déclencher. Alors ce plan hydrogène est encore assez modeste, puisque c'est 100 millions d'euros, et qu'en même temps on investit 3 milliards en Corée sur l'hydrogène. Mais ne serait-ce que ça, il y a quand même un effet levier, et surtout ça emmène beaucoup d'entreprises. Et après nous-mêmes, ce qui est très intéressant,
c'est les partenaires qui ont financé le projet Energy Observer sont des partenaires privés. Donc on a un hôtelier, on a un constructeur automobile, déjà des gens qui étaient engagés sur différents programmes, mais les voitures à hydrogène notamment. Et on a également un énergéticien, on a plein de gens différents qui se rencontrent autour de ce bateau et qui... alors, l'énergéticien, lui, travaille déjà en hydrogène, mais l'hôtelier, lui, il a une facture de 600 millions d'euros d'énergie par an. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il voit dans les technologies d'énergie Observer un moyen de pouvoir faire baisser sa facture et d'avoir une empreinte carbone un peu moins importante. Donc il y a un phénomène assez vertueux en fait dans tout ça, où on se rend compte que, et même le grand public s'intéresse énormément à toutes ces questions. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand on parlait de la route du Rhum tout à l'heure, on a reçu plus de 60 000 visiteurs dans notre exposition et auprès du bateau. Et il y avait des personnes âgées qui nous disaient nous, on aimerait bien avoir des panneaux solaires, mais on ne sait pas comment faire. Et voilà. Mais on voyait que, en fait, c'est des gens qui, une espérance de vie quand même qui est assez courte, mais qui ont quand même envie de s'engager, de faire quelque chose en mettant des panneaux solaires sur leur toit. Et pour moi, je trouve ça assez fort parce que on se rend compte qu'on arrive à toucher les gens, non seulement avec, en parlant de l'avenir, mais avec toute notre aventure. On sent que ça fait bouger les lignes. Et l'année prochaine, on va traverser l'Atlantique et on va repartir vers l'Asie, l'Amérique. Et voilà, c'est autant de gens à convaincre que c'est une solution d'avenir. Alors, vous êtes arrivé à convaincre le Premier ministre, Édouard Philippe. On avait Nicolas Hulot avec nous quand même, ça a aidé un peu. Non, je continue ma question. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il soit favorable à votre recherche, c'est parce que vous l'avez emmené physiquement sur le bateau? Bien sûr, c'est ce que j'essayais d'expliquer au départ. Mais en fait, là, je parlais d'Édouard Philippe, mais on a fait la même chose au Portugal, on a fait la même chose en Angleterre, on a fait la même chose en Italie. On a reçu le maire de Venise, dont on parle actuellement, qui lui est au milieu de ces vaporettos qui crachent du diesel toute la journée, des taxis, etc. Et eux, ils ont tout de suite vu l'intérêt de pouvoir avoir des navires qui fonctionnent. Alors, peut-être pas en autonomie de la même manière, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on produit à bord, mais on peut imaginer demain produire à quai par électrolyse de l'eau de mer, et puis faire le plein en quelques minutes d'un bateau avec de l'hydrogène et qui pourrait continuer à naviguer. Et vous imaginez Venise avec que des bateaux qui émettent aucune particule et aucun carbone. Je peux vous garantir que quand on commence à naviguer sur un bateau comme Energy Observer, ce qui est fou déjà, c'est le silence. C'est-à-dire qu'en fait, on entend l'océan. Ça, c'est déjà la première chose assez agréable. Ensuite, moi, j'ai renavigué depuis sur des bateaux qui utilisent du diesel. Et je peux vous garantir que ça fait drôle, quoi. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, c'est devenu insupportable, quoi. Donc je peux très bien comprendre en fait comment les gens sont très vite séduits par un tel navire. Et on a reçu le ministre de l'Environnement portugais, qui sont aussi, eux, ils sont très engagés déjà dans la voie des énergies renouvelables. Voilà, et le prince Albert qui va sans doute avoir une centrale de production d'hydrogène à Monaco, donc où ils veulent s'engager aussi dans cette voie-là. Donc c'est très intéressant de voir à quel point on arrive à convaincre juste en emmenant les gens faire un tour en bateau. Voilà, c'est vraiment un objet, un bateau qui Ah oui, ça fait rêver. Voilà, ça fait rêver. Et quand c'est un bateau comme ça, ça fait beaucoup plus rêver que ces petits verres là. Ah non, moi j'aime beaucoup son histoire. Moi, savoir qu'on peut sauver des gens avec des arrêts Nicole. Voilà, moi j'en ai vu beaucoup dans ma vie des arrêts Nicole. Je vous assure que je l'ai jamais regardé comme ça. Mais pour convaincre un Édouard Philippe autour d'un petit verre, c'est quand même plus difficile que sur un bateau. Hein. Ça dépend lequel. Si c'est un petit verre de vin blanc ou... En Bretagne, il y a souvent un petit verre de blanc. Hein, donc, Non, en fait, pour répondre à votre question, en fait, on est là aussi pour communiquer, pour vous présenter ce qu'on fait. Et moi, je dis toujours, je fais énormément de conférences, de vulgarisation sans être vulgaire, en disant
finalement, vous allez sortir de cette salle et puis vous allez devenir des ambassadeurs, puisque vous avez entendu ce que l'on a dit, donc vous êtes nos ambassadeurs. Donc nous, on compte sur vous aussi, en sortant de cette salle, de tweeter, de liker, de tout ce que vous voulez, parce que ça passe par les réseaux sociaux. Et donc, après, en fait, ce qui est important pour nous, vous savez, on a tous des moteurs, et pour moi, en fait, le moteur qui était le mien, vous savez, quand j'ai quitté le CNRS, c'était, en fait, rentrer au CNRS, c'était mon rêve. Faire de la recherche, c'était mon rêve. À un moment donné, vous êtes à la croisée des chemins, et puis vous dites, bah, tu restes soit sur ton chemin de gauche et tu restes au CNRS, soit tu vas sur la droite et puis tu vas dans l'entreprise. Et vous avez un choix, en fait. Donc, on m'a dit, mais tu es fou, tu vas quitter le CNRS, tu t'es battu pour rentrer au CNRS, mais tu as réussi ta vie, tu es fonctionnaire. Je dis, mais attendez, la vie, c'est pas rester pour être fonctionnaire. Répondez donc à la question de mademoiselle ou madame, comme on veut. Oui, qui était quand même vos relations justement avec comment vous faites pour convaincre? Alors comment on fait pour convaincre? Il faut activer tous les réseaux que l'on a. En fait, j'étais encore une fois, on parlait d'Édouard Philippe, on ne va pas lui faire de la pub, mais j'étais en fait à Matignon en fait mardi pour commencer à évoquer en fait la réglementation autour de tout ce que l'on fait. Il faut prendre son bateau de pèlerin, avoir des bonnes relations avec des politiques, etc., pour pouvoir les faire adhérer en fait à ce qu'on fait. Et je pense que tu as raison en fait à un moment donné de démontrer qu'un bateau fonctionne. Moi, j'aimerais bien amener Édouard Philippe dans un centre de réanimation où on voit des personnes qui attendent des greffons, et si on ne trouve pas des greffons dans les quelques jours, ils vont mourir, pour lui faire comprendre que c'est un problème de santé publique majeur. Et aujourd'hui, en fait, ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a un article qui est paru aujourd'hui, quand on dit que 30% des personnes sur les attentes sont en train de mourir, je dis que peut-être à un moment donné, on peut dire qu'on ne sait pas, mais là, ça devient de la culpabilité, de dire qu'on savait qu'il y avait une solution, mais on ne résout pas le problème. Donc voilà, notre façon de faire, c'est d'aller convaincre en fait ces personnes qui sont décideurs, qui font la loi, et quand j'entends en fait un décideur dont je tairai le nom, qui me dit mais c'est quand même vachement compliqué la réglementation autour de votre domaine, je dis mais attendez monsieur le député, c'est vous qui votez les lois et vous comprenez pas ce que vous votez. Et donc on est là à faire de la pédagogie autour en fait de tout ça, parce que c'est vrai que la réglementation c'est devenu infernal. Oh là 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 là, oui. On ressent que vous êtes épuisé, quoi. On est épuisé, mais je pense que comme on est passionné, on lâche jamais. Allez-y. Bonsoir, j'ai une question pour le chercheur. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport au fait que vous manipulez, entre guillemets, du vivant, que vous faites donc de l'élevage à Noirmoutier? Est-ce que vous avez eu des personnes qui se sont opposées à ça? Est-ce que du coup, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport aux questions d'éthique? Alors c'est une question extrêmement importante. Donc aujourd'hui, j'ai un peu répondu. En fait, ces animaux, ce sont des invertébrés. Donc on ne travaille pas sur des vertébrés. Vous savez que les invertébrés, ce sont des organismes qui n'ont pas de système nerveux central, ils ont une chaîne ganglionnaire, etc. Mais il n'y a pas de cerveau chez ces organismes-là. Donc d'un point de vue en fait réglementaire, on est dans une réglementation qui est complètement à part. Oui, je me suis fait attaquer par des personnes qui me disent que c'est scandaleux de tuer des pauvres vers marins. Oui, je me suis fait en disant que voilà, on détruit la nature pour pouvoir en fait extraire ces molécules. Alors, encore une fois, ma réponse c'est que aujourd'hui, on détruit pas la nature. La nature, je l'ai observée, je l'ai reproduit dans un laboratoire, donc qui est une ferme d'élevage. Donc, j'élève mes vers marins. Après, on peut se dire, est-ce qu'on a le droit d'utiliser le vivant pour sauver des vies ? Moi, j'ai envie de reposer la question. À chaque fois qu'on me dit ça, je dis, écoutez, voilà, entre utiliser une molécule d'hémoglobine d'un ver marin et sauver un enfant, en tout cas, moi, mon choix est fait. Donc, c'est une question de positionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne pense pas que ce que l'on fait est mal. Je pense qu'on élève en fait ces vers pour sauver des vies. Après, bien évidemment, on peut reprocher que c'est quand même un organisme vivant. Après, il y a les personnes qui vont nous accuser de tout, donc où il n'y a pas de discussion possible. L'autre fois, j'étais en fait en discussion avec une personne qui était végane, et donc elle me dit mais c'est incroyable, vous tuez une vie pour prendre pour. Et c'est pas des discussions qu'on peut avoir. Je veux dire, à un moment donné, je lui dis, écoutez, vous avez une voiture. Elle me dit, oui, mais je peux être végane et avoir une voiture. Je lui dis, mais est-ce que vous vous posez la question de tous les insectes que vous explosez sur votre pare-brise? Elle me dit, c'est pas la même chose. Si, c'est la même chose. Donc à un moment donné, notre vie a un impact sur la nature. Et je pense que l'homme, en fait, même si l'homme fait partie de la nature, l'homme a le droit de nourrir sa famille, l'homme a le droit de découvrir des choses. Donc on fait partie de l'environnement. Et donc on a le droit. Alors bien évidemment, il faut protéger la biodiversité. Je suis le premier défenseur de la biodiversité. D'ailleurs, je l'ai observé et je la reproduis. Donc je ne touche plus
à un arénicole, sauf pour la télé, de temps en temps, aller chercher une arénicole sur la plage. Mais voilà, donc aujourd'hui, alors après, c'est comment on se positionne, mais moi, je pense que j'apporte du bien à l'humanité en sauvant des vies. Après, ça se reproduit facilement Alors, dans la nature, ça se reproduit une fois par an. Nous, on les reproduit en fait tous les 3 mois parce qu'en fait, on a compris le cycle de reproduction de ces arénicoles. Mais c'est vrai, vous posez une vraie question. Voilà, donc je peux vous dire, allez dans les salles de réa, allez voir les familles qui attendent en fait des greffons, etc. Je disais à Marie-Odile tout à l'heure, j'étais dans une salle de réa, il y a une semaine, j'étais dans une salle de réa où il y avait un jeune de 27 ans et le chirurgien me dit, voyez, ce jeune-là, il n'a pas de cœur, il a plus de cœur, il est sous machine en fait de circulation, etc. Et il dit, si dans 3 jours j'ai pas un cœur, il meurt. Bon, je peux vous dire que vous ne sortez pas là indemne. Donc en disant, si je peux lui apporter une solution, ben, je vais me battre jusqu'au bout pour lui donner la solution. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, pour avoir posé la question? Je trouve que c'est très intéressant cette réponse parce qu'on est dans des vraies questions d'éthique en ce moment et on est, je pense, très divisés. Donc même si effectivement il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de pensée, cette question se pose aussi par exemple au niveau de la bioluminescence avec des unicellulaires qui produisent de la lumière. Donc de nouveau, ça reste du vivant et pourtant ça ne pense pas, etc. Donc moi je trouve que c'est intéressant parce que vous apportez un éclairage qui est du vécu et effectivement où vous trouvez une application très concrète. Donc voilà, votre choix est fait et quelque part on peut que comprendre et cautionner ça. Voilà. Mais après, je comprends aussi, ce qui est bien, c'est cette discussion, parce que je comprends aussi qu'on peut être bloqué, mais à mon sens, en fait, c'est une histoire d'éducation. C'est où s'arrête le vivant. À un moment donné, on est vivant, on a besoin de se nourrir. Alors, est-ce qu'une plante, on lui fait mal en la mangeant? Est-ce que finalement, on ne se pose pas des questions quand on prend en fait des poissons dans un chalut? On dit ça crie pas, donc c'est pas très grave. Voilà, il y a plein de questions comme ça. Est-ce qu'on leur a de manger des œufs ou pas des œufs? À un moment donné, moi, je pense qu'on fait partie d'un environnement, on fait partie d'un écosystème. Si on est vivant, c'est qu'on doit se nourrir, on doit nourrir la machine humaine. Et donc, à un moment donné, il n'y a pas de secret. Il faut amener de l'énergie au métabolisme. Donc après, je comprends toutes ces questions-là, mais encore une fois, quand je mets un enfant et une arénicole, voilà, moi je préfère sauver l'enfant. Oui, mais enfin, l'arénicole est peut-être pas d'accord. Hein. Ah oui, c'est pour ça, peut-être, ouais. Ce sont des questions très contemporaines, en fait. Mais il y a tellement de choses, en fait, finalement, auxquelles l'arénicole n'est pas... Mais on se nourrit comment? Non, mais surtout, moi, moi la solution. Sur ce sujet-là, je pense que le vrai travers de l'homme, c'est pas de prélever des arénicoles, en tout cas de même les reproduire pour... c'est pas ça qui détruit la planète. Ce qui détruit la planète, c'est notre comportement aujourd'hui de société d'abondance où on veut toujours plus de tout. Et je pense qu'on devrait se soucier d'abord de ça. Parce que la personne qui vous parle de ça, elle a sans doute un téléphone portable, elle a une empreinte carbone comme nous tous, à envoyer des mails, à même manger, peut-être trop manger, faire trop d'internet, et voilà. Et je pense que ces questions-là, parfois, ne sont pas forcément les bonnes. Je pense qu'il y a des priorités un petit peu plus immédiates, comme celle que je viens de décrire là. Bonsoir. Où vous êtes? Alors, oui, tout à l'heure. Ah, d'accord. Donc, je suis végétalienne, mais je ne critique pas votre entreprise parce que, suivant votre récit, que je le sens de très bonne foi, vous avez fait tout le nécessaire pour qu'il n'y a pas de sacrifice. C'est-à-dire, je trouve 1000 fois pire les gens qui achètent de la nourriture végétale au pas, n'importe quelle, et qu'ils font plein gâchis, quand ils vont au restaurant, ils laissent moitié assiette pleine et ça va être jeté à la poubelle, etc., etc. Donc, de mon point de vue, merci. Merci, madame.
parce que moi, je représente quand même certains végétaliens. Nous nous nourrissons de la vie végétale, qu'elle est à égalité que toute autre vie, et nous faisons de notre mieux pour manger le strict minimum, pour la préserver. Mais quand nous sommes malades, nous nous soignons. Ça fait partie. Merci. Merci à vous, madame. Bonjour. Je me demande, est-ce que vous croyez que votre découverte de cette hémoglobine, est-ce que ça peut être aussi utile pour d'autres maladies? Parce que peut-être vous avez dit qu'il y a beaucoup de greffes à faire, mais il me semble que c'est un peu extrême. C'est pas tout, mais peut-être il y a des maladies beaucoup plus fréquentes dans lesquelles ça pourrait avoir. Vous avez complètement raison. En fait, on a identifié plus d'une vingtaine d'applications différentes avec cette molécule. On développe des pansements pour les personnes qui souffrent de diabète. En fait, ce qu'on appelle le syndrome du pied diabétique. En fait, c'est les personnes qui ont des problèmes de circulation au niveau des membres inférieurs. On a greffé ces molécules dans des matrices, en fait, qui sont des hydrogels dans lesquels on peut apporter de l'oxygène par la voie topique, par l'extérieur. Et on a montré une augmentation de la vitesse de cicatrisation. On travaille également, en fait, sur l'analogue du culot globulaire. En fait, vous voyez la poche rouge, en fait, que vous avez pour la transfusion sanguine. On a l'équivalent, en fait, on a du sang en poudre, de l'hémoglobine en poudre, qui peut, en fait, pallier à la transfusion sanguine, en fait, la transfusion de culot globulaire. Et là, on est en train d'adresser 3 types de pathologies. Une pathologie qu'on appelle la drépanocytose. C'est une maladie orpheline qui touche principalement les populations africaines avec une hémoglobine, en fait, une globule rouge, une hémoglobine polymérisée. On travaille sur l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, parce que vous avez bien vu, en fait, que ça peut oxygéner même les zones, en fait, d'oxygénation réduite. Et ça, on a développé ça avec les militaires américains, l'US Navy. On travaille sur l'ischémie cardiaque, l'infarctus du myocarde, où il y a des problèmes aussi de circulation sanguine au niveau du cœur, et encore 14 autres applications autour de cette technologie. En fait, cette molécule, c'est une plateforme technologique que nous, on développe. En fait, on développe cette plateforme en applications différentes. Tout ça, en fait, on a déposé 60 brevets, donc toute la techno est protégée, en fait, dans le monde entier. Il y a plus d'une centaine de publications sur tout ce que je vous raconte aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse, faites ça sur Internet, vous allez trouver énormément de choses. Donc, sur Internet, on tape... Votre nom? C'est-à-dire on tape votre nom ou la société qui s'appelle Emarina, mais si vous tapez mon nom, vous allez trouver pas mal de choses. Emarina. Oui. H-E-M-A-R-I-N-A. On ne pourra jamais synthétiser ça, non? Alors, c'est compliqué. La molécule, elle fait 3,6 millions de Dalton. Donc, c'est un gros polymère. On est capable d'en synthétiser des éléments. En fait, on a tous les ADN complémentaires qui codent pour la molécule. Donc, on peut en faire des bouts, mais aujourd'hui, il n'y a pas la technologie, en fait, n'existe pas pour faire des gros polymères comme ça. Peut-être que demain, ça viendra. Oui. Mais merci. Merci à vous. Vous vouliez intervenir? Non. Non, C'est un peu pointu pour moi. Est-ce qu'il y a une question encore? Je voulais savoir si, avec vos inventions, vous n'avez pas des pressions, par exemple, sur les laboratoires pharmaceutiques, et vous, monsieur, sur, par exemple, les gros pollueurs, tels que Total et tous les autres, suite à vos inventions. De toute façon, quand on a une innovation de rupture, vous gênez quelque part quelqu'un. Et donc, nous, très vite, en fait, on s'est aperçu qu'on gênait l'établissement français du sang. On s'est dit, mais alors on a essayé de discuter avec eux, on leur a dit, mais non, écoutez, vous, votre poche de sang, elle est 42 jours à 4 degrés. Vous savez que quand vous donnez votre sang, en fait, le sang est un produit périssable, on peut le garder que 42 jours à 4 degrés. Et donc, quand vous avez un accident de la route, quand il y a un accident de la route, on ne sait pas transfuser sur les lieux d'accident, parce que finalement, on ne sait pas quel est le typage sanguin. En plus, on ne sait pas respecter la chaîne du froid sur ces lieux de catastrophe. Et donc, alors qu'on leur dit, avec ce produit-là, on va pouvoir avoir ce produit-là dans tous les camions de SAMU ou de pompiers, on va pouvoir oxygéner les patients. Donc on essaye de se positionner dans des endroits où ils ne peuvent pas aller. Donc, mais bien évidemment, à un moment donné, vous pouvez gêner des personnes. Alors, nous, c'est un petit peu différent. Je pense qu'on a peut-être gêné des personnes, mais on n'a vraiment jamais ressenti aucune pression
On a vraiment le principal problème qu'on a rencontré, c'était le doute au début où les gens pensaient que c'était pas nous qui allions arriver à faire ça, alors que l'industrie ne le faisait pas. Voilà, mais après on est un projet assez médiatique et je pense qu'on suscite plus de curiosité que d'antipathie. Et c'est un peu compliqué de s'attaquer à un projet comme nous. Après, il y a évidemment des dizaines de trolls voilà, qui traînent sur les réseaux sociaux, là, qui s'en donnent à cœur joie. Mais en général, ça va pas très loin et ça vole pas très haut. Donc, là, pour le moment, vous faites peur à personne, quoi. C'est encore très expérimental. Après, peur, en fait, moi, j'aurais... Le jour, effectivement, la question, c'est que c'est quand même dans le but de remplacer pas mal de lobbies. Non, en fait, c'est pas du tout de remplacer. Et je pense que c'est tout l'intérêt de notre projet. Ce que j'ai expliqué, c'est qu'on a des énergies renouvelables, on a des batteries à bord, on a de l'hydrogène, on a un peu de tout. Et la seule chose qu'on n'a pas, c'est du gasoil. Mais bon, ça, le gasoil, de toute façon, on sait quand même qu'on va arriver à terme sur une voie de garage parce qu'il n'y en aura plus. Et puis surtout qu'on aura détruit beaucoup autour de nous. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui... voilà, on est assez consensuel, on n'est pas du tout justement dans une lutte en disant l'hydrogène c'est mieux que la batterie, c'est mieux que le... Je pense que pour les énergies renouvelables, chaque application a son énergie, en tout cas son mix énergétique. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'est pas du tout dans une lutte pour le pouvoir, pour rien du tout. Ce qu'on veut, nous, c'est vraiment promouvoir ce monde-là. En revanche, ce qui est intéressant, et ce que les gens, à mon avis, n'envisage pas encore, c'est que ce qui risque de se passer, et moi je suis surpris quand même de voir à quel point c'est absent des débats, c'est que là il y a quand même une montée en puissance des énergies renouvelables assez évidente, avec des grands groupes, notamment autour de l'hydrogène. Il y a l'Hydrogen Council qui regroupe aujourd'hui, je ne sais plus plus de près de 18 ou 20 groupes internationaux de tous les domaines, de l'automobile à l'énergie, en passant par le secteur minier, etc. Et on se rend compte que beaucoup de gens s'engagent dans l'hydrogène, dans les énergies renouvelables de plus en plus. Et ce qui risque, à mon sens, de se passer, là, c'est une menace qui est plus large, mais si vous vous souvenez de la crise des subprimes, c'est qu'à un moment, il risque d'y avoir un point de bascule justement avec les énergies renouvelables, où les gens vont investir massivement et se retirer des énergies fossiles. On voit ce qui s'est passé d'ailleurs en Norvège, justement sur le fonds souverain, où ils ont abandonné en gros tout type de financement fossile. Et voilà, et là, on risque de rencontrer un problème. Et voilà, et c'est en ça que c'est un peu les débats qu'on peut avoir, mais heureusement, tout le monde est très bienveillant avec nous. Il y avait une question là, je crois. Ouais. Si vous me le permettez encore. Merci. Tout d'abord, merci à vous deux. C'était passionnant, à vous trois, pour l'animation du débat. Merci beaucoup. Je connaissais bien Energy Observer étant architecte naval de formation. Beaucoup moins, j'avais jamais entendu parler d'ailleurs. C'est pas beaucoup moins, jamais entendu parler. C'est un très beau projet. On voit ce qui bloque pour avancer, vous le dites vous-même, c'est la résistance au changement, donc la transformation. Comment vous gérez ça? Est-ce que c'est uniquement fait à l'instinct ou est-ce que vous avez des process, des méthodes que vous utilisez? Alors, non, on a, en tout cas, peut-être toi, mais moi, c'est complètement à l'instinct. En fait, à un moment donné, quand ça vous touche, en fait, c'est un peu la survie. En fait, il y a l'instinct de survie qui sort. Et en fait, on fait des choix à l'instinct. C'est-à-dire qu'on sait quel levier on doit aller actionner. Bon ou pas bon, mais en tout cas, on ne peut pas rester sans rien faire. Et donc, à un moment donné, on avance, et on ne lâche pas. C'est-à-dire qu'on est persuadé que finalement, le bout du chemin, c'est la vérité. Voilà, parce qu'on a vu encore les personnes qui sont sorties des hôpitaux, et on se dit, on ne lâchera pas. Donc, ça prend du temps, ça bouffe pas mal d'énergie, du stress énormément, mais en fait, quand on voit que le moteur, pour moi, le moteur et de tous les collaborateurs de la société, c'est sauver des vies. Vous êtes combien dans votre société? On est une cinquantaine. Donc voilà, c'est sauver des vies. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire à ça, sauver des vies? Donc c'est notre leitmotiv. Donc on se lève le matin et on se dit, on va aller au bout de notre démarche. Après, c'est quand même assez fatigant quand même, vous imaginez. Hein.
crois qu'il va falloir... Oui, vous... Non, mais moi je vais juste dire, en fait, nous, il y a effectivement deux process. Il y a un process personnel où on a effectivement des périodes de doute. Hein. Avant de mettre notre bateau à l'eau, ça a pris pas mal de temps. Et on était devant un bateau dans un chantier plein de poussière avec des gens qui nous riaient au nez. Voilà, donc c'était... Franchement, il y a eu des moments où on était dans notre Algeco sous la pluie à Saint-Malo en plein hiver et il y a eu des petits moments de doute quand même. Mais il y a un moment, en fait, on est tellement engagé. Moi, j'ai tout arrêté pour faire ça, Victorien aussi, et on s'est retrouvé en fait à un moment, il y a un point de non-retour. C'est-à-dire qu'il y a un point, en fait, on sait qu'on ne peut plus faire marche arrière et qu'on est obligé d'avancer. Et là, c'est cette énergie-là qui nous a permis de marquer tous les partenaires qu'on souhaitait avoir avec nous au collier, de jamais lâcher, jamais lâcher. Voilà. Et aujourd'hui, aujourd'hui, ce qu'on fait vraiment, c'est qu'on rencontre un maximum d'influenceurs, de décideurs politiques. Après, ce qui est très clair, c'est que les politiques, il y a effectivement le secteur privé qui est extrêmement important et qui peuvent investir, mais voilà, là où on changera, pas que pour nous, mais on changera le monde, c'est dans les parlements, quoi. Et ça, on se rend compte à quel point c'est essentiel. Et donc nous, on essaie vraiment de convaincre tous ces gens-là du bien fondé de notre démarche. Et on se rend compte de plus en plus que l'échelle locale est très intéressante parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà. Et pour terminer juste, conclure là-dessus, c'est que là, il y a peu de temps pour le tournage d'un documentaire, parce qu'on rencontre plein d'autres gens, qui sera donc diffusé début décembre sur Canal+, un film qui sera diffusé en prime time sur notre voyage en Arctique, mais aussi qui racontera d'autres rencontres qu'on a pu faire avec des penseurs, des gens qui agissent déjà sur pas mal de sujets. Et j'ai rentré Rob Hopkins, je ne sais pas si vous avez vu le film Demain, mais qui est les gens de la ville en transition de Totnes, avec qui j'ai passé un peu de temps. Et lui vient de publier un livre sur l'imagination. Et en fait, il expliquait qu'aujourd'hui, on est dans une espèce de creux de la vague de l'imagination. Il y a eu un pic dans les années 90 et aujourd'hui, il y a pour plein de raisons, mais entre autres, grâce aux réseaux sociaux, à toutes ces tablettes qu'on peut, ces téléphones. Moi, j'ai regardé même mon temps de téléphone par jour. Là. J'ai une petite application. Ça me fait froid dans le dos. Hein. Et en fait, toute cette imagination-là, on est vraiment en manque et on a besoin, de s'ouvrir et de réfléchir autrement. Et ça, c'est vraiment une des clés. C'est juste, changer cette norme sociale et puis, imaginer et puis prendre du plaisir à s'intéresser aux autres. C'est très important. Voilà, merci. Merci beaucoup. Un très très beau mot de la fin. Merci. Alors, merci à tous les deux. On les applaudit parce que je trouve qu'ils ont été formidables.